bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet aussi fascinant que méconnu. Comment un bébé ça apprend à téter ? C'est vrai, ça comment ? Parce qu'on imagine souvent que téter est un réflexe totalement instinctif, mais en réalité, derrière une tétée, il existe une mécanique extrêmement complexe. Respirer, coordonner la langue, déglutir, gérer le flux de lait, reconnaître les sensations dans la bouche. Tout ça s'apprend progressivement, parfois même avant la naissance. Et quand un bébé naît prématurément, présente des difficultés alimentaires ou vit un parcours médical particulier, cet apprentissage peut demander un véritable accompagnement. Pour comprendre ce qu'il se passe dans la bouche et dans le cerveau d'un nouveau-né, on a le plaisir d'accueillir Léa, orthophoniste hospitalière spécialisée en oralité et en néonatologie, que vous connaissez peut-être sur Insta sous le nom de Un bout de moi. Avec elle, on va découvrir les coulisses de l'oralité chez le nourrisson. Comment se construit la succion, pourquoi certains bébés ont du mal à téter, comment les professionnels accompagnent les apprentissages, et surtout comment soutenir les parents dans ces parcours parfois semés de doutes. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Eh bien, un grand merci Léa d'être là à notre micro aujourd'hui. Tout d'abord, présente-toi, dis-nous ce que tu as envie de toi, de ton parcours et de ton métier. Merci à vous de m'inviter sur ce podcast, ça me fait très plaisir. Je l'ai beaucoup écouté pendant mes séances de footing, donc très trop chouette. Bien. Pour ma part, je suis orthophoniste à l'hôpital, dans les services de réanimation adulte, un petit peu de neurologie, et j'ai un temps en pédiatrie qui me permet d'intervenir régulièrement en service de néonatologie. C'est ton temps préféré, non ? Ah, j'adore ça. Dès que je suis appelée, j'essaye de trouver des disponibilités, puisque ça va vraiment dépendre des niveaux d'éveil du bébé. En moyenne, toutes les 3 heures, donc il faut que j'arrive à compter quand est-ce que mes patients en réanimation sont disponibles et quand est-ce que je peux aller voir des bébés en néonatologie. Trop bien. C'est vrai que c'est un domaine qui me passionne parce que quand je suis née, j'ai été victime d'un traumatisme obstétrical au moment de l'accouchement de ma maman. Et je me suis toujours dit, plus tard, je travaillerai avec les bébés vulnérables, pourquoi pas les prématurés. Et c'est une idée qui m'est restée en tête. Et voilà, chose faite. Waouh, c'est trop beau. J'ai envie de pleurer minute 1 du podcast, c'est horrible. Je pleure tout le temps. Voilà, ça sert de vivre des petites histoires, ça construit des carrières. Moi, je voulais être médecin parce que ma sœur était malade quand elle était petite. On croyait qu'elle avait la myco. Voilà. D'accord. Mais c'est trop bien, je te rejoins du coup. Et pourquoi avoir choisi l'hospitalier plutôt que le libéral pour être Parce que je suis très intéressée par le domaine de l'hospitalisation, les cas lourds, les pathologies lourdes qui nécessitent de l'hospitalisation, puisque moi-même j'avais été confrontée à l'hôpital et donc ça a été un peu le meilleur stage que j'ai pu faire quand j'étais enfant. Et en étant adulte, voilà, j'aime les pathologies lourdes, j'aime la trachéotomie, l'ORL, la neurologie aussi, donc je me suis dirigée vers l'hôpital assez spontanément. Et après, alors ça intrigue pas mal parce que tu bosses donc avec des nouveau-nés. Quand on pense orthophonie, on pense au fait de parler. A priori, ils parlent pas. Ça consiste en quoi ton travail en néonat ? Mon travail en néonatologie, ça va vraiment être de stimuler l'oralité des bébés, mais surtout en soutenant leurs compétences alimentaires. Mon rôle, c'est jamais de dire le but, c'est qu'ils boivent tout son tété, tout son biberon, qu'ils puissent finir toute la tétée. Pas du tout. C'est vraiment de dire, bon, ok, là, on a un trouble, là, on a une difficulté. On va essayer de comprendre ce qui se passe et d'aller solliciter en douceur. Et ça passe notamment par les conseils avec les mamans, les rassurer. Les papas aussi, parce qu'on entend souvent parler des mamans, mais il y a les papas. Et les papas, ils ont beaucoup de questions aussi. Donc, bien soutenir les parents, répondre aux questions des équipes également. Et pour ça, c'est une vraie organisation parce qu'il faut que le bébé manifeste des états d'éveil, de disponibilité pour qu'on puisse aller le voir et puis s'occuper au mieux de sa rééducation, de sa stimulation, j'ai envie de dire parfois, et en même temps des équipes.
Et tu as parlé d'oralité, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est exactement l'oralité ? C'est vrai que quand on pense oralité, on se dit tout de suite c'est la bouche, c'est l'alimentation. Et en fait, pas tellement, c'est nuancé. C'est toutes les fonctions orales qui vont se relier à la cavité buccale, donc évidemment l'alimentation. Mais on a aussi le cri, c'est la première chose que l'on va faire quand on est bébé, le cri qu'on va entendre de l'enfant. Tout ce qui va être la respiration, l'exploration, puisque comme on le voit avec le petit bébé qui est avec nous sur ce podcast, ça va être toutes les stimulations au niveau de la bouche. Le bébé, il va vraiment découvrir le monde par le fait de mettre en bouche ses mains, les jouets qu'il va trouver, toutes ces sollicitations péribuccales. Mais ça va aussi être culturel et relationnel. Et puis, ça va passer par l'hygiène aussi, le plaisir, la relation avec la maman lors de l'alimentation ou du papa. Et puis, c'est toutes ces fonctions orales autour de la bouche. Et rien à voir, mais à voir, c'est pour ça que moi, j'aime les petits bébés où on leur met des moufles tout de suite, vu que tout passe par la bouche. Voilà, enfin, ça n'a rien à voir avec l'épisode d'aujourd'hui, mais je trouve que n'achetez pas de moufles quand vous êtes... ne mettez pas ça dans votre valise de maternité, ça sert à rien parce que l'oralité, c'est hyper important et ça se joue dès le début et même in utero. Oui, très important de le dire. Justement, les moufles, c'est vrai que c'est une distimulation de plus. Il faut laisser le bébé aller chercher sa bouche, sa langue, jouer un petit peu, baver un petit peu avec ses lèvres, avec ses doigts. C'est vraiment hyper important pour lui, oui, effectivement. Alors avec toi, on va voir que téter, c'est un réflexe, mais c'est aussi un apprentissage. T'en penses quoi concrètement ? Est-ce qu'un bébé, c'est automatiquement téter à la naissance ? Alors, en soi, oui, mais c'est plus compliqué que ça. C'est une compétence qui est innée. C'est-à-dire qu'on a tous cette capacité à la naissance de pouvoir téter. On a une bouche, a priori, qui fonctionne bien, des effecteurs ORL, donc une langue, un palais, tout ce qui va nous servir de pouvoir téter. Et on a aussi des commandes neuromotrices. C'est-à-dire que c'est aussi une organisation motrice. Il faut qu'on ait des afférences, qu'on ressente ce qui est en train de se passer dans la bouche, que le cerveau puisse envoyer la commande « Ah, là, c'est le moment d'aller aspirer pour eh bien, faire jaillir le lait dans la bouche. » Et puis, on va pouvoir organiser, structurer ensemble ce schéma avec la commande neuro, la commande sensorielle et tous les organes de la bouche. Donc, c'est vrai que c'est un apprentissage qui est inné, mais c'est aussi une commande qui va s'apprendre avec le temps. On va vraiment devoir coordonner cette succion, la déglutition et ensuite la respiration. Donc ça s'apprend avec le temps. Et alors du coup, donc tu nous parles de cette coordination. C'est quoi que doit coordonner un bébé pendant une tétée ? Le bébé, il doit pouvoir coordonner la succion, la déglutition et la respiration. Yes. Et là, on se dit oui, bon, c'est 3 choses, c'est assez simple. Non, c'est plus complexe que ça. La succion, il faut que le bébé puisse compresser la tétine du biberon ou bien le sein. Donc déjà, il y a une bonne prise en bouche qui doit se faire. Ça, déjà, c'est pas évident. Ensuite, on a le mécanisme d'aspiration du lait, que ce soit au sein ou au biberon. Il faut que le lait puisse être aspiré par une dépression intrabuccale, on appelle ça dans la bouche, qui n'est pas une fuite d'air. Ça aussi, ça mobilise beaucoup de compétences. Donc ça, c'est juste au niveau de la succion. Au niveau de la déglutition, on a le péristaltisme de la langue qui va entraîner le lait en fond de cavité buccale. Et puis derrière, on a tous les mécanismes. On a le voile du palais qui intervient, le larynx qui va aller monter, l'épiglotte qui va s'abaisser pour sécuriser les voies respiratoires et permettre le bon passage du lait. Et enfin, on a la respiration. Et quand on est trop tôt, la respiration, c'est un peu compliqué. Surtout quand on est né prématurément, il faut pouvoir coordonner cette succion, cette déglutition et cette respiration. Et souvent, on dit qu'on a un rythme qui est acceptable de coordination avec un train 1-1-1. C'est-à-dire une succion, une déglutition, une respiration. Parfois, on a des bébés qui vont faire 2-2-1. Ils vont sucer, déglutir, ou sucer, déglutir, puis à nouveau respirer. Et chez les prématurés ou chez des bébés vulnérables avec des syndromes, on va avoir des bébés qui vont faire des trains 3, 4 sans respirer. Donc, ils vont sucer, pas déglutir, ou sucer, déglutir, mais plus de pause respiratoire. Et c'est là qu'on va intervenir et qu'on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, en fait, alors, on parle d'un réflexe qui est inné, mais quand même d'un apprentissage, parce que c'est beaucoup de compétences à associer. Cet apprentissage, est-ce qu'il commence in utero ? Oui, cet apprentissage, il commence très tôt, hein. Dès le
allez, on va dire dès le premier trimestre parce que il faut qu'il y ait toute la commande motrice qui se mette en place et qui va maturer jusqu'à terme. Ensuite, on va avoir, à partir du 2e mois de grossesse, le réflexe de Hooker qui est le premier train de succion et qui va être le plus magique pour l'oralité, j'ai envie de dire. C'est quand le bébé, il va approcher progressivement sa main de sa bouche, il va pencher la tête en avant et à ce moment-là, en rapprochant la main de la bouche, il va pouvoir sortir la langue. Et ce réflexe de protrusion linguale, c'est le premier mouvement de succion. Donc on va avoir des mouvements antéro-postérieurs après de succion. Donc ça commence très très tôt. Et après ça, il va pouvoir déglutir, s'entraîner à déglutir le liquide amniotique. Et on a les mouvements de mâchoire un peu rythmiques qui vont s'accélérer. On voit ça en échographie en fait. On voit une ébauche parce que c'est un peu flou et tout, mais ouais, on peut voir déjà des fois à l'écho il dit le bébé il a sa main près de sa bouche et tout. Oui, on peut le voir sur les échos, oui, les petites mains qui se rapprochent de la bouche, c'est trop mignon. C'est là que c'est le début de tout en fait. Voilà, c'est trop bien. Et donc, pourquoi les prématurés ont-ils parfois plus de difficultés? Enfin, tu l'as un peu évoqué au-dessus, mais c'est bien de le rappeler. Oui, alors c'est vrai que les prématurés, ils naissent trop tôt. Donc qui dit naître trop tôt, c'est que l'entraînement, du coup, il n'est pas suffisant comme un bébé à terme, qui aurait eu tout le temps d'aller s'entraîner, de faire ses mouvements de déglutition, les mâchoires qui sont rythmiques, et puis d'aller déglutir en fin de grossesse quand même au minimum 1 litre, 1 litre et demi de liquide amniotique. Le bébé prématuré, il n'en est pas là. Surtout l'extrême prématuré, né avant 28 semaines d'aménorrhée, pas du tout. Pourquoi? Sa commande neuro, elle est pas du tout efficiente. Donc là, on peut avoir des problèmes d'oxygénation, de vascularisation. C'est un peu comme un chantier. Et tout ce qui est myélinisation, c'est-à-dire les gaines qui vont entourer les câbles pour transporter bien, les bonnes sensations au cerveau et faire les bons retours aux commandes motrices, c'est pas mature. Donc on risque d'avoir des incoordinations déjà au niveau moteur sur la succion, la déglutition et la respiration. On va avoir tout ce qui est atteinte des systèmes cardio-respiratoires. Et donc, la respiration, forcément, est impactée. On va avoir des bébés essoufflés, des bébés qui font des bradycardies, des tachycardies, voilà, ou voir des bébés avec des CPAP, donc des dispositifs d'aide ventilatoire, ou des lunettes à oxygène. Tout ça, c'est des stimulations qui vont pas forcément l'aider à lui ressentir une bonne respiration et donc faire des pauses de manière adaptée. On va aussi avoir tout ce qui est système tactile vestibulaire autour de la bouche. Surtout dans le cas de CPAP, dans le cas de sonde, le bébé il va pas pouvoir amener ses mains à sa bouche. Donc forcément, c'est une dystimulation pour lui. Et donc coordonner encore une fois sa bouche, aller sortir la langue, comprendre que c'est un organe d'alimentation, mais aussi de plaisir, pas possible pour lui. Donc toute cette immaturité va faire en sorte qu'il ne peut pas forcément téter correctement au début. C'est pour ça qu'on nourrit pas les extrêmes prématurés au sein dans un premier temps, même si on a la volonté de les allaiter et même si on leur apporte du lait maternel, parce que c'est important. Ils sont nourris comment dans ces cas-là? C'est à une petite sonde? Ça dépend. Alors, pas au tout début. Les extrêmes prématurés, c'est plutôt de l'alimentation parentérale, donc par des cathéters, plutôt par veine, parce que leur système digestif est trop immature, donc on peut pas leur apporter la nutrition directement. On laisse maturer un petit peu leur système digestif et dès qu'ils sont capables, on va passer par la sonde nasogastrique ou gastrique qui passe par le nez ou par la bouche. Et là, c'est seulement des petites quantités de lait. Souvent, on le dit, mais c'est entre 5 et 6 gouttes de lait maternel au début, au doigt, juste à la bouche. Et puis, à la sonde nasogastrique, ça va être l'équivalent d'une cuillère à café rase de lait. Donc, c'est très peu finalement, mais c'est vraiment des sollicitations en douceur, d'abord du système digestif, et ensuite, on va aller vers l'oralité. D'accord. Vous faites quand même un travail de dingue. C'est incroyable. Et surtout en concertation, c'est vrai qu'on ne peut pas travailler tout seul, on est vraiment une chaîne où on a besoin des diététiciennes, des kinés. Moi, je travaille beaucoup avec les kinés pour l'installation du bébé prématuré, les néonatologues. Et je pense à Alexandra qui était parue sur votre podcast, qui répète le pot à pot et ça ne sera jamais assez, mais le pot à pot, c'est magique, notamment pour l'allaitement. Donc oui, il faut intervenir tous ensemble pour toute cette oralité du bébé prématuré. Et alors là, on va un peu voir autre chose que le bébé prématuré, mais pour y revenir après, quels sont selon toi les premiers signes de difficulté d'oralité? Quels signes peuvent alerter les parents? Alors, dans le cas des bébés qui vont avoir des difficultés, souvent, on a aussi les parents qui vont nous dire
je sens qu'il y a un problème. Et ce sont les premiers co-régulateurs du bébé, ce sont les premiers à donner à manger à leur bébé, donc souvent on les écoute. En tout cas, nous les orthophonistes, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, si le parent nous le dit, on comprend. Donc ça va être des claquements de langue, un bébé qui va claquer, qui va refuser le biberon, qui va se mettre à pleurer. Ça va être un bébé qui va téter le sein, mais qui au bout de 10 minutes va refuser, mais il va à nouveau pleurer, comme s'il voulait demander à nouveau le sein. Oh. J'ai eu des patients en réanimation toute la matinée à faire de l'articulation. Je pense que ça va s'entendre dans ce podcast. Et donc forcément, on va avoir cette transition-là à aider, enfin en tout cas au niveau des parents, ils vont vraiment nous dire, là il y a quelque chose qui ne va pas, que ce soit au niveau du biberon ou du sein, le bébé s'endort, le bébé pleure, il y a quelque chose qui ne va pas. Même au niveau digestif, au niveau des selles, on peut regarder, est-ce que c'est un bébé qui mouille bien ses couches dans la journée? Quelles couleurs sont les selles? Est-ce qu'il a des petites ampoules au niveau des lèvres? Voilà, on va vraiment être attentif à toute l'oralité du bébé, mais aussi comment est-ce qu'il se comporte avant et après la prise du sein ou du biberon. D'accord. Donc règle numéro 1, on écoute les parents. Oui, oui, oui. Et selon toi, comment on peut différencier une adaptation normale d'une vraie difficulté chez les bébés? Alors le bébé normal, souvent, il n'y a pas vraiment de plainte, c'est un bébé qui va réclamer à manger, donc on n'attend pas forcément que le bébé pleure pour lui donner à manger, justement. On attend qu'il soit suffisamment en situation d'éveil, il va ouvrir les yeux, il va mettre un petit peu ses mains à sa bouche, on voit qu'il y a un petit stimuli de faim qui se fait ressentir, de plaisir. Et puis quand il va prendre son biberon, il va bien enserrer les lèvres autour de la tétine du biberon. Au niveau du sein, c'est pareil. Il n'y aura pas de fuite de lait sur les côtés. C'est un bébé qui peut s'endormir à la fin, qui va être gaga, j'ai envie de dire, mais qui va être vraiment en succion non nutritive, mais qui aura bu son lait dans les 20-25 minutes. Et puis, il n'aura pas de manifestation derrière de douleur, de reflux, il n'y aura pas des vomissements en jet. Globalement, on sent que ça se passe bien. Par contre, à l'inverse, voilà, le bébé qui a des difficultés, ça va mal se passer tant au niveau positionnement de la bouche autour de la tétine ou du sein. Vraiment, les bébés qui pleurent, qui se mettent à sarquer, qui vont pincer un peu le sein ou bien la tétine en les mettant un peu sur les côtés des joues. Vraiment, on sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et souvent, les parents nous le disent dans 80% des cas. Et tu as parlé de cloque tout à l'heure, ça peut être un signe de trouble de l'oralité? Enfin, Oui. si j'imagine Oui, associé à parce autre chose, parce que mon fils en avait, il va bien, mais Ouais. qu'est-ce Sa que diversification ça alimentaire témoigne s'est de bien quoi? faite Oui, par tout la va bien. Oui, une cloque de succion, ça peut être justement une friction à cause d'une mauvaise prise labiale autour de la tétine ou du sein. Et donc, cette friction va créer des ampoules. Et il faut pas y toucher, il faut laisser le bébé récupérer un petit peu à ce niveau-là. Voilà. Ouais, il en avait au début. Parce qu'il en faisait trop. Ouais, non, mais après, peut-être c'était le temps d'adaptation qui fait qu'après, il a eu une succion meilleure, mais après, il n'y a jamais eu de. Et mais d'ailleurs, en soucis, parlant d'adaptation, c'est vrai que les mamans aussi, si elles ont des oui. douleurs, que ce soit crevasse, mastite, ou même une douleur sans que ce soit forcément tout de suite impactant sur, voilà, que ça entraîne un syndrome inflammatoire, ça aussi, on prend tout de suite en compte. C'est vrai que l'allaitement ne doit pas faire mal. Il peut y avoir un temps d'adaptation les premiers jours, mais ça ne doit pas faire mal. On t'aime bien. Et alors, grande question, est-ce qu'un bébé peut désapprendre à téter? Alors non, il a une commande génétique qui est ancrée en lui, donc comme on l'a vu, il a tous les réflexes à la naissance. Par contre, il peut se désorganiser parce que il va être fatigué dans le cas de cardiopathie, donc toutes les maladies au niveau du cœur, les hospitalisations lourdes, s'il a une stagnation de la courbe de poids, qu'on lui a mis des sondes nasogastriques, ben forcément, c'est un bébé qui va plus penser à utiliser sa bouche, il va même plus réclamer à manger. Donc forcément, eh ben, aller mobiliser la langue pour aller déglutir, aller coordonner, toutes ces actions normales de la succion, il ne va plus les effectuer normalement. Donc en soi, il n'a pas perdu son apprentissage, c'est vraiment qu'il s'est désorganisé avec le temps. Et là, ça va être à nous, orthophonistes, de revenir stimuler, montrer qu'on peut avoir du plaisir par la bouche, qu'il peut y avoir des sollicitations sensorielles adaptées et ben voilà, qu'il retrouve du plaisir, tout simplement. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend dans le monde de l'allaitement, sur les bébés allaités exclusivement, à qui on propose un biberon, des mamans qui disent derrière, il sait plus téter au sein. C'est en fait, il y avait un trouble de base ou
Oui, alors s'il y avait un trouble initial, forcément, il n'aura pas appris à correctement se coordonner, ou en tout cas mouvoir, j'ai envie de dire, ses effecteurs ORL. Donc forcément, ça peut se répercuter par la suite. Mais s'il était compétent initialement, c'est pas quelque chose qu'il va perdre, c'est quelque chose qui s'est désorganisé tout simplement. Et pareil, j'entends beaucoup parler de la confusion sein-tétine en néonatologie, et les parents me disent, oh là là, c'est la catastrophe. Oui, mais non. Si le bébé il est compétent, il y aura pas de souci qu'il passe au sein, au biberon, dans le cas d'un allaitement mixte, parce que la maman doit reprendre le travail, parce qu'elle doit s'occuper des autres enfants la journée, qu'elle a plus assez de lait, ben, on va être obligé de transitionner vers une alimentation mixte, mais c'est pas ça qui va induire un trouble si le bébé est compétent initialement. C'est plutôt si enfin, le bébé a un trouble et qu'on agrandit la tétine, ce qu'il faut surtout pas faire, qu'on augmente le débit et qu'on met bien le biberon à la verticale, et dans ce cas-là, le bébé, ben, il a un flux de lait très passif. Forcément, quand il va falloir repasser au sein derrière et que ça nécessite une vraie mouvance de tous les organes, bah, c'est plus difficile, donc il va automatiquement aller vers le plus facile. On parle pas de confusion, on parle finalement presque de préférence. Oui. Enfin, c'est pas une préférence de cœur, mais voilà, quand on va proposer un biberon à un bébé peut-être un peu paresseux, bah oui, ça peut être plus difficile de repasser au sein si même l'apprentissage n'a pas été complet de base. Il y a ça aussi, tu parles vraiment d'apprentissage et s'il n'a pas totalement la compétence, c'est sûr que c'est plus difficile. Ouais. Et donc ça, toi, c'est ton travail typiquement d'aider à ce genre de choses. Enfin, peut-être pas en néonate, mais... Alors, mon travail, il peut commencer dès la réanimation néonatale, donc dès 29 semaines d'aménorrhée, pas pour tout de suite induire la prise du biberon ou la prise du sein, déjà pour le pot à pot. Ça, on le répète jamais assez. Surtout dans mon service de néonatologie, j'ai tendance à dire, à le répéter, mais il faut. Le pot à pot, le pot à pot, le pot à pot, vraiment, c'est un espace sensoriel, un espace d'échange entre le papa, la maman. Il y a moins de chute glycémique au niveau médical. Le bébé peut mieux réguler sa température. Il va entendre à travers la poitrine de la maman ou du papa, et bien la voix. Tout ça, c'est ce qui va aussi l'apaiser, c'est ce qui va le conforter au niveau sensoriel. Donc, pot à pot, déjà. Et puis, on va présenter des petites stimulations olfactives. Même s'il y a des supports ventilateurs invasifs, on présente le lait maternel, plus, ou le lait qui sera présenté par la suite si c'est pas possible d'allaiter. Mais vraiment, on sollicite en douceur. On va aller d'abord faire des mouvements contenants au niveau du corps avant d'aller vers la bouche. Et puis, on remonte progressivement vers la bouche, mais on est très attentive aux signaux d'approche du bébé va nous manifester que là, c'est le bon moment pour intervenir. Il va ouvrir les yeux, il va pas forcément pleurer, pas de bradycardie, pas de désaturation. Là, c'est OK, on intervient. Et puis, progressivement, plus il va transiter et maturer, et plus on va pouvoir se rapprocher de la bouche et puis proposer d'autres sollicitations. Donc, c'est vrai que le rôle de l'orthophoniste, c'est le confort au niveau alimentaire, pour pas qu'il y ait de dystimulation, et puis compenser toutes justement ces dystimulations, donc par le plaisir de la bouche. On va d'abord par le corps, puis par la bouche. Et on essaye de lui faire comprendre que oui, les mains, les gants, c'est invasif pour lui. Oui, la sonde, c'est pas agréable. Oui, les intubations, les aspirations, c'est désagréable. Mais il y a autre chose qui existe que toutes ces aspirations-là. Et pour toi, on peut soutenir l'allaitement même si le bébé a eu tout ça quand il était tout petit. Pour toi, c'est possible. Enfin, oui, on le sait, mais rappelle-le-nous. Oui, c'est très possible d'allaiter même si on a un enfant prématuré ou un bébé vulnérable parce que justement, alors déjà moi ce que je dis en service de néonatologie très souvent c'est maman, il faut tirer le lait. Voilà, pour entretenir la lactation. Je suis pas conseillère en lactation, mais j'ai un rôle en tant qu'orthophoniste de faire de la prévention et de guider cet allaitement. Donc je le dis plus, parce que pareil, souvent les mamans vont me dire oui, mais plus tard, je relancerai plus tard. Sauf que relancer une lactation, on le sait, c'est quand même compliqué. Donc autant l'entretenir tant que possible, même si c'est jamais évident dans un service de néonatologie, parce qu'il y a tout le contexte émotionnel lié au bébé hospitalisé. Mais en tout cas, c'est possible. On met le bébé au sein, même s'il a une sonde, même s'il a une assistance respiratoire, même s'il a plein de fils, on le met au sein. Et puis même si c'est de la succion non nutritive au départ, et ben on commence comme ça. Il y a des dispositifs pour l'aider après au niveau de l'allaitement. Il y a le doigt, enfin le DAL qu'on peut faire au niveau du sein. Donc là, on met une petite sonde au niveau du sein. Et puis le bébé va faire peut-être un peu de succion non nutritive au sein, mais il sera un peu complété par le DAL par la suite. Et puis après, avec les auxiliaires, les infirmières qui vont stimuler la production de lait autour du sein,
voilà, on arrive à allaiter des bébés prématurés. Alors, je résume un peu les thèmes importants que tu as tous abordés, on n'a même pas besoin de poser les questions. Le pot à pot, la sensorialité, pareil, j'aime bien en parler souvent avec Cassandre, on dit quand on a un souci dans l'allaitement, c'est un bébé qui refuse le sein, on parle de bébé plus grand, mais on aime bien retrouver la sensorialité des débuts, et donc ça passe par le pot à pot. Ou le bain aussi. Ouais, voilà, c'est vraiment, j'aime bien ce mot. L'importance de l'importance de la succion et qu'il existe aussi des suctions non nutritives et qu'elles sont tout aussi importantes. Et évidemment, la place des parents dans les soins, ça doit pas être facile pour eux d'ailleurs. Globalement, de trouver leur place, c'est quand même un gros truc qui te tombe dessus. Et oui, mais autant les papas que les mamans, parce que souvent j'ai les papas qui posent même plus de questions techniques que les mamans. Les mamans, ça va plutôt être l'émotionnel, et c'est vraiment pas une caricature, hein. Et les papas, c'est du technique. Oui, mais changer la couche, ok, comment je fais? Donc là, je vais mettre les jambes plutôt comme ça. Ah, d'accord. Ah, la position Sophie, puisque nous, les orthophonistes, on joue aussi sur les positions et les outils pour aider le bébé à mieux prendre le lait. Et donc, la position Sophie, c'est plutôt une position latérale qui va permettre de réduire le débit du lait en bouche, et puis une meilleure prise de la tétine ou du sein quand on est sur d'autres positions au sein. Et donc, on va avoir des questions du papa, mais d'accord, donc là, les jambes, elles sont comment? Ok, les fesses, elles reposent où? Ok, concrètement, est-ce que là, il est bien? Mais comment je sais qu'il est bien? Donc voilà, on répond aux questions. Mais c'est vrai que les parents sont généralement tous inquiets. On a un facteur émotionnel qui est très important, on a beaucoup de pleurs, et à nous d'accueillir, tout simplement. Moi, je dis aux parents, lâchez, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit, on est là, on entend, on comprend. Et il y a beaucoup de culpabilité de leur part. En tout cas, les mamans me disent, c'est vrai que c'est une phrase qui revient souvent, oui, mais il aurait dû naître un peu plus tard, j'aurais dû le protéger dans mon ventre, ou ah, mais si j'avais su tout ce que ça impliquait, peut-être que j'aurais essayé de faire ça, ça et ça pendant ma grossesse. Ben, on peut pas savoir. Maintenant, il est là, donc on va faire au mieux pour le soutenir avec les équipes. Et on accueille vraiment tous les ressentis des parents, la culpabilité, la peur, la tristesse, la vulnérabilité de leur bébé. Donc voilà. Et même les papas, hein. Et parfois, on a des parents qui nous posent des questions sur la suite. Là, on met la tétine, puisque souvent, moi, je stimule notamment avec la tétine. J'aime pas trop mettre les doigts en bouche tout de suite, mais avec la tétine. Ah, d'accord, vous mettez la tétine, mais on nous a dit que la tétine, c'était pas bien, il faut l'arrêter à quel âge? Alors, oui, vous aurez le temps avec ça, mais effectivement, c'est bien d'en parler et on va faire un peu de prévention. Mais déjà, voilà, on est là, on est ensemble dans le service pour quelques semaines. On va déjà bien mettre en place les petites choses au quotidien, les petites sollicitations plaisir, renouer un contact, un relationnel parent-bébé cohérent, j'ai envie de dire, moins dans la peur, moins dans l'appréhension. Donc c'est très important. Et ensuite, il y a la fratrie. La fratrie, les petits frères et les petites sœurs, moi je les appelle les petits frères et les petites sœurs parce qu'ils sont quand même petits, mais ils sont grands par rapport au bébé. Il faut les intégrer, leur expliquer avec des mots simples ce qui se passe. Et eux aussi ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Mais ils viennent à tout âge en néonate? Oui, ils peuvent venir, il y a des heures de visite et ils ont des droits de visite pour leur bébé. Pas en réanimation, j'en ai jamais vu, mais en tout cas une partie néonate. Ouais. Ouais, oui. Mais on a des psychologues pour ça dans les bien services le bazar qui sont, très dans le... Et pour toi, quels mots les professionnels devraient davantage utiliser? Alors, les professionnels, ils doivent vraiment dire allaitement, pour moi, parce que l'allaitement, c'est encore pas dans tous les services de néonatologie super développé. Euh, c'est en cours de démocratisation, mais pas encore. Donc, on doit penser à l'allaitement sans faire absolument l'apologie de l'allaitement. Mais en tout cas, voilà, c'est un super médicament. Le colostrum, c'est magique. Si on peut l'avoir au tout début, c'est super. Je dirais aussi le pot à pot. Encore une fois, on se répétera jamais assez, mais c'est super stimulant. Ça rassure la maman, ça rassure le bébé, ça rassure le papa. Il faut le pot à pot. Et puis, surtout, la bouche, c'est l'exploration du monde du bébé. Donc, allons-y en douceur, sollicitons en douceur, proposons des odeurs, proposons du goût. Nous, c'est ce qu'on a envie aussi. On aime manger généralement, on aime sentir des bonnes odeurs de cuisine. On a nos papilles qui s'éveillent quand on cuisine quelque chose. C'est pareil pour les tout petits. C'est le premier goût de la vie. Donc, on sollicite, on y va en douceur. Et on essaye de pas mettre la tétine en force dans la bouche. Non, non, non. On regarde comment son bébé se comporte et ça se passera que mieux. Waouh. T'as déjà un petit peu répondu, mais comment on redonne confiance aux familles dans ces situations?
Déjà, on les écoute. Ils connaissent leur bébé, en tout cas, plus pour des bébés à terme. S'il y a quelque chose qui va pas, on écoute, on comprend, on ajuste, on donne des conseils. S'il y a quelque chose qui va pas, on le verra et la maman le sent ou le papa souvent aussi. Donc, on est là pour ça. Si c'est des parents qui ont ressenti un problème au niveau de la prématurité, que ce soit ne serait-ce que les porter, juste porter un tout petit bébé qui a plein de câbles, on se dit mais je vais lui faire du mal, il est si vulnérable. On y va en douceur, il y a quelqu'un avec vous. On les guide, mais on fait jamais à leur place. Donc on donne des conseils pour que justement, petit à petit, ils s'autonomisent. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire des petites médailles dans les services de néonatologie, donc coller une image en disant ah bah, aujourd'hui, super, vous avez vu, vous avez mieux compris que moi parce que il avait tel signe de retrait et moi, j'ai pas su le voir tout de suite. Donc, bravo à vous, vous savez mieux faire que moi. Et puis, il a été capable de téter, il a bu tant aujourd'hui. Enfin, même si j'aime pas trop me concentrer sur la quantité, mais c'est un petit peu plus et c'est plus qualitatif. Alors, c'est super, vous faites super bien. À vous de faire pour la suite, vous saurez faire. Et alors, qu'est-ce que tu aimerais que tous les parents sachent sur l'oralité? Bah, justement, que c'est une zone de plaisir avant tout. Il faut pas chercher à surstimuler, à présenter le biberon. On y va en douceur, on tapote. En plus, les bébés, ça va vite gazouiller, faire des petites bulles, donc on encourage tout ça. Il faut également que la maman module son langage avec son bébé, donc on n'hésite pas à parler à son bébé, même s'il est tout petit, même s'il est hospitalisé, il comprend. On verbalise tout ce qui se passe, et puis surtout, on peut lui lire des histoires. Là, je pense à Adèle, qui a lancé le projet Lire en néonatologie. Il faut lire des poèmes, des poésies, parler, chanter, tout ce qu'on veut. Ça rassure notamment le bébé. Et surtout, c'est l'oralité, encore une fois, c'est le premier bain de langage. Donc on sollicite, on a plein de manières de solliciter en douceur son oralité et puis son alimentation. C'est vrai que j'avais vu des gens qui viennent chanter dans les chambres en néonat et tout. Et c'est trop bien. Ah oui, il y a même de la musique, des petites berceuses. Dans mon service, il y a ça. C'est super. Du piano tout doux, du violon aussi. Tout ce qui va être... Parce que pareil, il y a les alarmes. Et les alarmes, c'est vraiment stressant pour les parents, mais aussi pour les bébés. Parfois, ça monte à 70, 80 décibels. Donc, on a de quoi baisser le bruit des alarmes. Mais ça peut désorganiser un bébé qui va bien, juste parce que tout subitement, il y a une alarme qui se met à retentir. Donc, voilà, si on a des musiques adaptées après à côté, ce bruit ambiant devient un peu plus familier et devient rassurant quelque part. Et alors, quels conseils on donne à des parents qui sentent que quelque chose bloque au niveau de l'oralité? Alors, on n'hésite pas à aller en parler au pédiatre, si en tout cas on est hors néonatologie, parce qu'en néonatologie, il y aura le professionnel pour, mais hors néonat, c'est pédiatre. Et puis, souvent, le pédiatre, en tout cas quand ils sont au courant, ils vont référer à une orthophoniste. Et donc là, on se dirige vers une orthophoniste pour les troubles de l'oralité. Et notamment pour rentrer après dans la diversification alimentaire, où on peut rencontrer également des difficultés. Mais l'orthophoniste, elle intervient dès J0 du bébé jusqu'à l'âge adulte. Pédiatre ou médecin généraliste. Bien sûr, médecin généraliste également. Et donc, quels professionnels, en plus des orthophonistes, peuvent aider dans les troubles de l'oralité? Donc, tu l'as dit, le kiné. Ouais, alors on a le kiné exactement qui peut solliciter, en tout cas dans certaines néonatologies, quand il n'y a pas d'orthophoniste, les kinés vont intervenir. Maintenant, c'est vrai que les orthophonistes, elles sont spécialisées sur l'oralité, mais les kinés vont quand même aider à solliciter au niveau de la rotation de langue. Donc, les kinés, c'est bien, notamment en libéral. Surtout dans les cadres de l'hospitalisation à domicile, on a des kinés libéraux qui interviennent. Et quand il n'y a pas d'orthophoniste dans la boucle, on met notamment des kinés en place. Donc très bien. Les ORL, surtout s'il y a des suspicions voilà, de syndrome génétique, du reflux qui dure, un bébé qui a un reflux un peu nasal, un peu des ronronnements, tout ça, on se dit il faut aller voir avec un ORL. Donc c'est vraiment pédiatre, médecin généraliste, orthophoniste, kiné, ORL, voilà, et consultante en lactation pour la maman s'il y a un problème physique, physiologique, plutôt au niveau de l'allaitement et de la mécanique de l'allaitement. Ok. Est-ce que tu as d'autres messages à nous transmettre? Il faut qu'il y ait des orthophonistes en néonatologie. Ouais, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que tu sais un petit peu? Ouais, il en faut en ville, ouais. Il en faut partout. Augmenter le numérus, non, c'est un numérus aussi, ouais, je crois.
Oui, Ouais. partout, dans tous les services, en libéral, pour toutes les pathologies. Parce qu'on il en en parle faut. en néonat, mais en neuro, en gériatrie, c'est aussi hyper important. Donc, ouais, vraiment. Il y a combien d'orthophonistes hospitaliers spécialisés en néonat? Bah alors, on a essayé de faire un recensement. Il y a des études justement avec plusieurs groupes Facebook. On n'est pas nombreuses. On doit être une vingtaine, grand maximum. Donc, En rigolant, j'allais dire c'est- 12, mais en fait, c'est pas une blague. Ok, oui, c'est triste. voilà, c'est très rare. Donc, il faut que les orthophonistes elles interviennent. C'est vrai qu'on a tout notre rôle à jouer sur cette transition de l'alimentation pour éviter les séquelles. Il y a quand même un grand nombre d'enfants. Selon les études, on a quand même 40 à 70% des enfants qui ont été prématurés qui peuvent rencontrer des difficultés lors du passage au morceau dans la diversification alimentaire. Et on a de plus en plus d'études qui montrent les séquelles que peuvent induire la prématurité. Moi, je parle sur le plan de l'alimentation, mais notamment sur les troubles neurodéveloppementaux. Il y a vraiment à faire. Donc, l'orthophoniste, elle a ce rôle de prévention très tôt dès la néonatologie. Ça marche, merci beaucoup. Merci, ouais. T'es dans quel... Enfin, on coupera si tu veux pas qu'on le dise, mais dans quel hôpital? Je suis sur le CHU de Nîmes, D'accord. au soleil, dans le Ouais, sud. nickel. J'adore. C'est un hôpital qui est entouré d'arbres. Magnifique. Ah ouais, c'est hyper important. Moi, j'avais fait un stage en néonat et il y avait mais j'étais au gros CHU de Lille, donc il y en avait une d'orthophoniste et c'était fou ce qu'elle arrivait à faire avec des tout petits bébés. Enfin, une rééducation orthophoniste chez les tout petits, c'est génial, je trouve. Enfin, faut quand même des techniques hyper réfléchies, étudiées. Ah oui, c'est vrai qu'on ne peut pas interagir tout de suite dans la bouche du bébé comme ça en disant, oh, bah, ça va, on a juste à mettre telle tétine et puis tel débit de lait. Non, il faut comprendre ce qui se passe. C'est vraiment l'observation fine du bébé. Ok, la langue, comment elle fonctionne, les lèvres, comment elles fonctionnent, les joues, comment elles fonctionnent. Ah, mais là, il est en train de désaturer à tel moment. Oh, merci beaucoup Léa pour cet échange passionnant. On apprend aujourd'hui qu'apprendre à téter, ce n'est pas juste un réflexe. C'est une compétence complexe, progressive, qui demande du temps, de la maturation, des expériences positives. Et parfois un accompagnement très spécialisé. Cet épisode rappelle aussi quelque chose d'essentiel lorsqu'un bébé rencontre des difficultés alimentaires. Ce n'est ni de la faute du bébé, ni de celle des parents. Derrière chaque tétée, il y a un véritable travail d'adaptation, invisible la plupart du temps. On espère que cette conversation permettra à certains parents de mieux comprendre leur bébé, de se sentir moins seuls et peut-être aussi d'oser demander de l'aide plus tôt. C'était l'heure de la tétée. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Bouboub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter. Pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informée. C'était l'heure de la tétée.